à vous. Hein. Bah, profitez-en. Puis comme ça, après, on éteint bien tous les portables. Hein. Connasse! C'était ma copine Laurence. Je l'adore. Elle voulait m'emmener au théâtre ce soir voir un Shakespeare. Ouais, mais je peux pas. Je peux pas parce que ce soir j'ovule. En plus, Shakespeare c'est long, je serais pas rentrée avant minuit. À cette heure-là, il dort. Hein. À 11h, il s'écroule, je prends pas le risque. Même si j'arrive à le réveiller, les spermatozoïdes suivent la forme de leur patron. S'il est fatigué, ils seront fatigués, ils pourront pas aller bien loin. C'est ma cousine Sophie qui l'a dit. Ouais, ben, elle s'y connaît, hein, elle a 4 enfants. Elle m'a même conseillé de faire l'amour le matin. Ouais. Le matin, on est toujours à la bourre, et puis Marc, il n'est pas du matin. Je sais, c'est rare. Qu'est-ce que j'y peux? En plus, il est d'une humeur. Bon, c'est vrai, je cherche pas à tout prix à être romantique non plus. Hein, on sait pourquoi on le fait, quand faut y aller, faut y aller. Mais bon. Le mois dernier, j'ai mis le réveil une demi-heure plus tôt, il était furax. D'après lui, 10 minutes serait suffi. Bon, et mon quart d'heure, les jambes en l'air après le coït, tu le mets où? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Tu pourrais pas ovuler le week-end. Bref, vous voyez l'ambiance, hein. Alors pour ce soir... Oh, ça me faisait envie, moi. J'aime bien ces petites sorties. Mais moi, j'ovule qu'une fois par mois. Et justement, c'est ce soir. Merde. 40 balais la semaine dernière. Mais oui, je sais, je les fais pas. Donc, 40 ans, pas mal d'amants, un mari et rien. Enfin, si, plein de trucs, mais pas d'enfant. Pas enceinte une seule fois. Et vous croyez que ça m'aurait traversé l'esprit, genre étoile filante, que peut-être j'avais un problème? Faut dire, j'étais pas branchée. Moi, j'ai jamais eu de désir de maternité abstrait comme certaines de mes copines. Sophie, petite fille, elle disait déjà, moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'enfants. Elle s'en foutait du père, hein? Non. Elle, c'était les enfants. Moi, je disais, quand je serai grande, je serai danseuse étoile ou grand reporter ou actrice. J'étais hyper tranquille, moi, jusqu'à cette fameuse nuit, il y a 6 ans, en vacances avec Marc à Belle-Île. On était ensemble, ça faisait pas longtemps, on était très amoureux. On gisait sur le lit des fées dans la lueur de l'aube, la fenêtre grande ouverte sur l'étendue infinie de la mer. On venait de faire l'amour, ardemment, passionnément, fougueusement, librement, innocemment. Et gratuitement pour la dernière fois. Marc m'a étreinte et il m'a chuchoté. Ce serait magnifique que de cette nuit d'amour naisse un enfant. Alors là, non mais moi on m'avait jamais dit ça, hein. Enfin, pas comme ça quoi, pas après un pied d'acier dans l'infini de l'univers. J'ai senti mon cœur fondre, faire un bébé avec l'homme qu'on aime. Bien sûr. C'est depuis que je suis avec Marc que je meurs d'envie d'avoir un enfant. Un enfant de lui, évidemment. Voilà! Cette nuit était si magique qu'elle aurait pu au moins produire le miracle de l'existence, non? Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins. Ma première pilule. Je me rappelle encore comme d'un combat. Je crois pas que jeune fille d'aujourd'hui puisse comprendre ce que ce petit bonbon a représenté pour nous à l'époque. Se le procurer, c'était pas si simple. Alors, on se débrouillait sans, jusqu'à ce qu'on tombe enceinte, ou qu'on prenne peur. Moi, ça a été la peur. J'avais 15 ans et 15 jours de retard. Le pire, c'était le test de grossesse. Il n'y avait pas encore de petit stick maison. Vous savez, ce petit bâtonnet sur lequel j'urine chaque mois, à partir du 26e, 27e jour du cycle, en m'appliquant à fond, concentré, en visant bien, avec un jet assez puissant pour que cette foutue deuxième ligne de merde apparaisse. Rien. Toujours un seul trait, égale non enceinte. Alors je recommence le lendemain. Après tout, peut-être que le taux d'hormones n'était pas encore suffisant. Rien. Toujours une seule ligne. Et je recommence en boucle jusqu'à ce que mes règles viennent détruire toute forme d'espoir. Donc à l'époque, il fallait apporter son urine au labo ou à la pharmacie. J'ai séché l'école, repéré une pharmacie tenue par une femme.
Je lui ai balbutié le but de ma démarche, j'ai sorti de mon cartable ma bouteille pleine de pipi, j'ai payé d'avance et j'ai tourné en rond pendant les 2 heures d'attente, rongée par l'angoisse. Je me sentais plutôt seule, hein. Le co-responsable de l'hypothétique dégât n'était pas là, évidemment. Je grelottais, je n'osais pas rentrer dans un café, j'avais l'impression d'être marquée. Au bout de ces 2 heures interminables, je franchis, tremblante, la porte de la pharmacie bondée. J'avance en serrant les dents. Alors? Et la salope en blouse blanche me jette « Votre test de grossesse est négatif, mademoiselle !» Tout le monde se retourne. Bon, ils sont scandalisés, j'ai 15 ans. Hein. Et moi, je pars en courant, soulagée. J'avais une copine qui habitait Paris, la ville libérée. Elle m'avait donné l'adresse d'un centre de planning familial. 2 heures de train, métro, bus, et voilà le centre. Ah, ça, je pourrais encore le reconnaître. Hein. Une baraque délabrée le long du périphérique, ultime bastion d'un mouvement féministe destiné bientôt à se dissoudre dans les paillettes des fabuleuses années 80. Ma première visite gynécologique. Génial. Le médecin, une femme très gentille, presque complice, j'en revenais pas de morale. Elle me prescrit toute une série d'analyses pour pouvoir ensuite me donner la pilule. Et alors là, la cata. Parce que la consultation était gratuite, mais pas les examens. Et j'étais sur la carte de sécu de ma mère. Du coup, ça a demandé des mois de sacrifices, de coït interrompus et de petits boulots pour mettre de côté la somme. Plus cher qu'un avortement clandestin. D'après une copine bien renseignée. Bon, moi je trouvais ça injuste, scandaleux. Mais je préférais quand même ne pas prendre le risque d'un avortement. À l'époque, je ne savais pas que des risques, pour moi, il n'y en avait pas tellement. Une petite boîte rose, avec une bande blanche. Un trophée que j'avais montré avec fierté à mes copines et puis planqué soigneusement sous une pile de t-shirts et de chaussettes. Une petite boule blanche, avalée chaque soir avec une gorgée d'eau, la liberté. Et puis un jour, après l'école, le tiroir de la commode ouverte, les chaussettes partout, la boîte bien en évidence sur le lit, le bruit de la porte qui se referme derrière moi, mon père. Mon père qui, depuis ma puberté, est terrorisé par la libération sexuelle. Tu m'avais juré de ne pas avoir de relations importantes. Donc soit t'es une menteuse, soit t'es une pute. Pas facile comme choix, hein? Pas évident. Alors tu sais quoi? Je t'emmerde, papa. Je suis une femme libre, mon corps m'appartient et j'en fais ce que j'en veux. C'est ma pilule. Rends-moi la boîte, sinon je m'en vais. Sinon je casse tout, sinon je me tue, sinon je te tue. Voilà. J'avais gagné. Bon, ce fut pas si simple, hein. Ce furent des jours et des jours de cris, de fugues, de chantage, de châtiments. Plus encore que la colère de mon père, ce qui m'entravait, c'était les yeux rouges de ma mère, cloîtrés dans son silence. Ce fut pas simple, non, mais j'ai gagné. Personne ne me l'a enlevé, mon bonbon, que j'ai pris religieusement pendant 15 ans, tous les soirs avant de me coucher, comme d'autres font leur prière. Vous êtes sûr que le fait d'avoir pris la pilule pendant 15 ans n'y est pour rien, docteur? Bon, tant mieux, vous me rassurez parce que je l'ai arrêté depuis 5 mois maintenant et rien. Ah, pourtant, pour faire l'amour, ça, on fait l'amour, hein, même avec une nouvelle tendresse, un sentiment de plénitude. Comme si la volonté de procréer rendait l'acte plus complet. C'est vrai, j'ai une nouvelle perception de mon ventre, je me sens comme un petit nid douillet destiné à accueillir la vie. Le premier mois, au bout de 28 jours, je vais faire pipi sans y penser, je baisse ma culotte blanche, une trace rouge, comme un ricanement. Ça cloche tellement avec mon état d'esprit que je reste assise là sur la cuvette, les yeux rivés sur la salissure vermeille, et puis je reprends le dessus, j'attrape un tampon, je ravale le nœud qui me serre la gorge et je balance à marque rien ce mois-ci. Rien? Quoi? Comme s'il y avait autre chose au monde. Hein?
Oh, ça viendra. Il n'a même pas levé les yeux de la télé. Le deuxième mois, je fais mine de rien. Normal. Le troisième, je rigole. Ha, 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 ha. Le quatrième, je dis tant mieux, parce qu'on doit partir au ski. Le cinquième, j'éclate en sanglots et je prends rendez-vous chez ma gynéco. Qu'est-ce que je dois faire? Rien, madame. Depuis que je vais avoir un enfant, elle m'appelle madame. Surtout ne pas vous inquiéter. On attend au moins 1 an avant d'entamer les examens de contrôle. Et elle me sourit tout en me baladant un détecteur dans le vagin. C'est elle qui m'avait conseillé de cumuler pilules et préservatifs pour plus de sécurité il n'y a pas si longtemps. Pas de grossesse ce mois-ci, elle m'indique le moniteur. L'ovulation est terminée, il n'y a pas de fécondation. Mais pourquoi elle me le dit? Pourquoi elle m'enlève tout espoir au 18e jour du cycle? Qu'est-ce que je vais faire, moi, des 10 jours qui restent? Et au bout d'1 an, c'est quoi les examens? Dosage hormonal et hystérosalpingographie, c'est une radiographie des trompes pour vérifier si elles sont perméables. Et dans un deuxième temps, une célioscopie. Ça, elle ne m'explique pas ce que c'est, donc j'ai posé la question. C'est une endoscopie. On va vérifier s'il n'y a pas de problème dans l'utérus. Et on y va comment? On fait un petit trou dans le ventre et on insère un tube optique. Un trou dans le ventre? On n'en est pas là, madame, soyez tranquille, bientôt vous serez enceinte. Pour la première fois de ma vie, je sors de chez la gynéco troublée, avec la sensation confuse de ne pas avoir posé toutes les questions, de ne pas avoir eu les bonnes réponses. Si elle te dit que pendant 1 an, il faut pas s'inquiéter, c'est que tout va bien, mon amour. Pour la première fois aussi, j'ai la sensation confuse que Marc et moi, nous ne vivons pas tout à fait la même histoire. Quoi? 15 ans de pilule? Et tu prétends être enceinte, là, comme ça, tout de suite? C'est ma copine, Annabelle. Écolo, naturocrate, 3 enfants à 30 ans. On ne peut pas inhiber son ovulation pendant 15 ans et puis pondre de nouveau du jour au lendemain, le corps a oublié. Tu maltraites la nature se venge. Pas de morale, s'il te plaît. C'est un simple constat. Tes choix te regardent, mais assume. Il faut que tu bichonnes ton corps. Mange sain, bio, pas de viande, pas de laitage, ne fume pas et surtout pas une goutte d'alcool. Et puis, essaie de copuler utile. Pardon? Allez, je t'explique comment on fait les enfants. Moi qui croyais savoir, Il suffit de connaître son corps. Moi, ça a été frappe chirurgicale à chaque grossesse. Frappe chirurgicale. Tu prends une feuille quadrillée et un stylo. Tu traces ta courbe de température pour déterminer le jour de l'ovulation. D'où ensuite la possibilité de frappe chirurgicale. Tous les matins, avant de te lever, tu ne poses pas un pied par terre. Et à la même heure, même le week-end, tu prends ta température interne. Dans le vagin? Mais non, dans le cul. Tu la notes sur ta feuille. Tu fais un graphique. La verticale, c'est la température. L'horizontale, les jours du cycle. Si tout fonctionne. Ta température monte de quelques degrés après l'ovulation, qui se situe donc le dernier jour de température basse. C'est clair? Ah oui. Ah oui, absolument. Tu prends ta température tous les jours et quand elle monte, tu aurais dû baiser la veille en gros. Là, je sens que je vais me faire engueuler. C'est une méthode d'auto-observation. Ça demande du temps. Du temps. Bon, si tu veux, tu peux t'aider avec l'examen de la glaire.
Tu ne vois pas ce que c'est. Ben non. Vous n'en avez plus avec votre pilule, votre corps est aseptisé, vous n'avez plus rien, même plus de désir. Et le désir, si tu l'écoutes bien, il est encore plus intense pendant la période féconde. Comme les chaleurs pour les bêtes. C'est ça. Comme les chaleurs pour les bêtes. Oh. Alors là, c'est peut-être avec ça là que j'ai du mal, hein. Notre côté animal. On a fait tant d'efforts pour s'en éloigner depuis des millions d'années, là d'un coup, avec cette histoire de procréation, on est contraint d'y replonger. Je dois assumer que je suis une bête, que je fonctionne comme une bête, comme n'importe quel mammifère. Et si mon projet aboutit, je produirai même du lait, comme les vaches. Le résultat immédiat des enseignements d'Annabelle est adieu, sexe plaisir, et bienvenue à l'ère du sexe procréateur. T'es fatigué, mon amour? Oh, mais c'est pas grave, on est loin de l'ovulation. Dors bien, mon chéri. Les jours féconds approchent, il faut y aller. Une gastro, ah non, on va faire vite, hein, tu vomiras après. J'ai une nouvelle perception du temps. Les mois ne sont plus faits de 30 jours, mais de 28. Et il n'y en a que 3 qui valent la peine d'être vécus. La semaine qui les précède n'est qu'une interminable attente. Les 2 qui les suivent ont au moins l'attrait de l'espoir. Viennent ensuite 5 jours de détresse et de sang. Il faut que ça marche. C'est un combat entre moi et mon corps, ce corps qui m'échappe, ce corps qui n'en fait qu'à sa tête. Il faut qu'il fonctionne. Que les règles cessent, que les seins gonflent, que le ventre se remplisse, qu'il devienne gros comme un ballon. Comme tous ces ventres que je n'arrête pas de croiser dans la rue, là. Il y en a enceintes, on dirait que c'est la condition naturelle de la femme. Ils sont tout en cloque, les salopes. Même mon père va avoir un bébé avec une femme qui n'a même pas mon âge. Non mais moi je vois que ça, des ventres saillants qui se promènent et moi, vide, stérile. Moi aussi, tu sais, hein, j'ai mis un certain temps hein, pour Marion. Hein. Ça, c'est ma collègue, Clotilde, devant un carton d'argent avec la photo de ces 2 chérubins. Bon, Lucas est venu tout de suite. Hein. Mais alors, Marion, combien? Oh 4, 5 mois peut-être. Nous, ça fait 9. Hein. 5, 9, c'est pareil. Tu sais le secret, hein. Il faut pas y penser. Hein. Sinon, tu fais un blocage. Un nouveau conseil s'ajoute à la liste. Prendre sa température, examiner la glaire, cibler les rapports, préférer le matin, rester un quart d'heure jambes en l'air et surtout, ne pas y penser. J'en peux plus. Je retourne chez la gynéco. Bon, si vraiment vous voulez, on peut commencer par les examens de base. Ne commencez pas, ne me plaît pas du tout. Ça prévoit un continuer avec. Mais bon, allons-y. Un spermogramme. Et pourquoi? Mais pour voir si tout marche, mon amour. Ah, parce que je ne fonctionne pas suffisamment bien à ton goût. Et tes performances ne sont pas en cause, ce sont tes spermatozoïdes qui nous intéressent. Quand j'avais 16 ans, j'ai mis ma copine enceinte. Elle a dû avorter, ça suffit pas comme preuve. Bah non, ça suffit pas, non. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Me masturber, la porter au labo? Pas tout à fait. Il faut que ton sperme soit frais. Hors de question! Alors là, il me gonfle. Hein. Moi, je vais me faire introduire une sonde dans l'utérus, injecter du produit de contraste dans les trompes, et ça fait mal. La gynéco m'a dit que non, ma copine Marie, et ce qui est passé, m'a dit que oui. Prendre des cachets avant pour éviter tout risque d'allergie des antibiotiques après pour conjurer une infection, et lui, il doit juste se branler. Bon. D'accord, mais je veux que tu m'accompagnes. Oh, chérie, c'est un laboratoire, enfin, c'est pas un hôtel, hein. Mais je me débrouillerai tout seul, mais je veux que tu m'accompagnes, par solidarité. Non mais attends, là, on est 2 à le faire, cet enfant, non? On nous amène dans une pièce avec 2 petites cabines. Tout est propre, aseptisé. Sauf l'infirmière, hein, jeune, blonde, bien roulée, là, la caricature du fantasme.
Très pro, elle tend à Marc un flacon et elle s'éclipse. Marc, vermeil, s'engouffre dans la cabine. Quelques secondes plus tard, il en trouve la porte. Non mais regarde. Et il me montre une revue porno avec la photo d'une jeune femme en train de s'enfoncer un concombre dans l'anus. On est à l'assistance publique, là, hein. T'as vu où va l'argent du contribuable? Je claque la porte. 5 minutes passent. « 10 minutes. Je toque à la porte. Pas de réponse. J'ouvre. Marc est assis sur la banquette, tout mignon, tout sage. La braguette fermée, le flacon plein posé à ses côtés. Eh ben, t'as fini? Ça fait un moment, hein. Bah, qu'est-ce que tu fabriques? Bah, j'attends un peu. Je veux pas qu'elle croie que je suis un éjaculateur précoce. J'attrape le flacon et j'appelle l'infirmière. Mais il faut que ton sperme soit frais. Quelques jours plus tard, Marc rend du travail tout guilleret. De la poche de sa veste, il sort une enveloppe avec l'entête de l'hôpital et il me balance, triomphant, spermogramme normal. L'honneur est sauf. L'hystéro, ça peut vos machins là aussi est normal. À en croire le radiologue, il me reste un espoir. Le bilan sanguin. J'ai trouvé. Le taux de prolactine est de 1,48 au-dessus de la norme. Oh, je vole chez la gynéco, je marche 1 mètre au-dessus du sol. S'il y a un mal, il y a un remède. Il s'appelle Dostimex. Petit grume magique qui va faire baisser mon taux de prolactine. L'hormone qui produit le lait. Bon. La gynéco prétend que ce taux n'est pas assez élevé pour empêcher une grossesse. Ceci étant, elle m'a quand même donné le médicament. Hein. Donc je vais me soigner, faire les choses dans l'ordre. Le bébé d'abord et le lait ensuite. Je suis pleine de confiance. Même les règles qui arrivent ponctuellement le 28e jour du cycle ne me démoralisent plus. Je ne suis pas enceinte, mon amour, mais il faut laisser un petit peu de temps hein, pour que le Dostimex fasse son effet. C'est la gynéco qui te l'a dit? Bah oui. Courage, mon amour, on va te réparer. Depuis qu'il a son spermogramme normal en poche, il est devenu affreusement condescendant. Le mois d'après, je suis chez la gynéco pour un contrôle sous monitoring. Ah, voici un follicule sur le point de se rompre. La tête me tourne. Je suis en train d'ovuler là, mais c'est l'occasion du cycle, docteur. Dépêchez-vous votre examen. Mais il y a urgence, hein, on le fera la prochaine fois, le frottis. À peine sortie du cabinet, j'appelle Marc. Chérie, on se retrouve à la maison. Eh bien là, tout de suite. J'ovule. Mais je me fous de ta réunion, j'ai un follicule qui est en train d'expulser à 9. Non, ça peut pas attendre ce soir, ça se trouve je ponds des œufs courte durée. Bon, tu m'énerves, j'ai la solution. Quand il me voit débarquer au bureau, il bondit de son fauteuil. Non mais t'es dingue, hein! C'est ta faute, t'as pas voulu hier soir. Sinon tes spermatozoïdes normaux seraient déjà là, dans mes trompes, au comité d'accueil. Il me pose dans l'ascenseur, oh ben non! Il peut dans l'ascenseur quand même, on n'est pas dans un film, hein? Ah, c'était pas son intention. D'autant plus qu'il y a du monde. Oh, bah salut Nicolas! Ah, je te présente Clara, ma femme. Oh. Je meurs de honte. Tout le monde a sans doute compris ce qu'on va faire au 5e. Marc, lui, ça a l'air de l'amuser maintenant. On arrive aux toilettes. Il paraît que c'est excitant de faire l'amour dans un lieu public. Moi, j'en garde pas un souvenir inoubliable. Hein. Peut-être que si le partenaire n'est pas le mari, non. Là, je me sens complètement ridicule. Voilà, terminé. Je remonte ma culotte, Marc ferme son pantalon et nous sortons comme deux voleurs. Je remonte dans l'ascenseur et il me chuchote en souriant. À ce soir, ma faux folle. Les portes se referment. Je sens le précieux liquide fécondateur couler le long de mes cuisses.
Je quitte l'immeuble à toute vitesse, les yeux baissés. Je me suis rarement sentie autant à côté de la plaque. Mon amour, laisse tomber, tout est courbe, tel machin là, c'est des conneries tout ça. Moi, j'ai une méthode infaillible pour pas louper l'œuf. Une méthode d'homme. Comme disait mon grand-père, chaque jour sur ton métier, remets ton ouvrage. Notre moi torride s'avère surtout très fatigant. Comme on n'en a pas envie tous les jours, on s'y met dès qu'on peut, comme ça, pour la journée on est tranquille. Et au bout de 28 jours, de baises quotidiennes et acharnées, les Anglais débarquent. Marc le prend mal, hein. Bah, cette fois, c'était son idée. Je suis désolée, mon amour. Avec cette formule magique, je pousse les portes de l'enfer pour m'y laisser engloutir. Ludmilla pouffe de rire dans un tâtement de bras tout en observant mon gin tonic. Oh non! Oh non, mais tu t'es certainement super éclaté, ma vieille, mais c'est pas très malin. Si tu le fais tous les jours, les spermatozoïdes se diluent. T'as assez de gin, là? Ludmilla est la fille d'un gynécologue réputé, alors forcément, elle s'y connaît. C'est tous les 2 jours qu'il faut le faire. Voilà, tous les jours, mais avec 2 mecs qui alternent. T'as une sacrée coquine, toi. Hein? Si elle savait ce que ma vie sexuelle devient, et pourquoi je donnerais pas un petit coup de pouce à ton ovulation? J'ai envie de l'embrasser, ce sont les paroles que j'attendais, des paroles d'espoir. Si tu savais combien il y a d'enfants clomides dans mon entourage. Attends, je dis que clomides. Et à l'ovulation, c'est que le Viagra est à l'érection, un stimulateur, qu'elle a produire des beaux œufs gros et mûrs, une pilule à l'envers. Oh, mais rien de bien méchant, hein. Mon père en prescrit souvent. Son cabinet est dans un quartier très chic. La salle d'attente, moquette feutrée, mobilier Louis XV. Évidemment, je suis la seule en jean. Elles portent toutes des jupes plissées. Elles sont toutes bien coiffées, ça. J'aurais dû faire un brushing ce matin. Ah, puis merde, hein, je suis pas là pour un concours de beauté, je suis là pour être enceinte. Mais tu le sauras, ma chère Clara, tu le sauras bientôt. Me sourit paternel le docteur Lambert. Oh, quand je pense que je t'ai fait sauter sur mes genoux, hein? Et maintenant, vous êtes en train de m'enfoncer un spéculum dans le vagin, monsieur Lambert. L'examen enfin terminé, il prend une ordonnance et commence à écrire. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. On va la renforcer un peu, cette ovulation, ma chère Clara. Elle est chétive. Il me tend une feuille complètement noircie. Je lis avec avidité. Ah, voilà le chlomide. 2 comprimés le soir, du 3e au 7e jour du cycle, 1 mois sur 2. Et là, je comprends qu'il ne compte pas me rendre enceinte si vite que ça. Ensuite, physiogène, 1 comprimé matin et soir du 8 au 14e jour. 10 fastons, 2 comprimés le soir, du 16e au 25e. Il y en a d'autres, on fait une injection intramusculaire le 15e jour, plus le Dostinex habituel. Toutes ces lettres qui dansent devant mes yeux. Ah, c'est donc si grave. Surtout, ma chère Clara, surtout n'y pense pas. La prochaine fois, tu viendras consulter pour ta grossesse. Bon. J'essaie de voir le bon côté des choses. Avec tout ça, ça va marcher. Il reste même plus la place pour un livre. Il reste plus la place pour rien d'autre, de toute façon. Ça y est. Cette fois, ça y est. Je suis enceinte. Ah bah il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Mes seins explosent là, ils sont tendus, durs, douloureux. Marc m'appelle les effleurés, ils me font mal. Oh, et mon ventre tire, il est gonflé là. J'ai des douleurs ici en bas. C'est le fécondé qui migre vers l'utérus. J'ai des nausées tout le temps, je suis fatiguée.
Je suis crevée, j'ai pris 3 kilos. Et j'ai même un jour de retard. Un jour entier de retard. Le 28e jour du cycle s'écoule sans une goutte de sang. Je vais 40 fois aux toilettes pour vérifier, pas une goutte. La journée passe et ma culotte est immaculée. Je suis enceinte, oh mon amour, ça y est. Je suis enceinte, j'en suis sûre. Oh, je bénis Ludmilla, son père, ses aïeux. Je m'achète un beau test de grossesse, bon, pour la forme, hein, parce que j'en suis sûre, j'ai tellement hâte de faire la surprise à Marc quand il va rentrer du bureau. M'approcher de lui sans un mot, lui tendre le stick avec les 2 traits, égale enceinte. Il n'a même pas besoin de le regarder, il aura déjà compris à mon air attendri. On va tomber dans les bras l'un de l'autre et le stick va rouler par terre. On va avoir notre bébé, on va pleurer de joie, se redire notre amour et ouvrir une bouteille de champagne. Bon, moi j'ai trempé juste les lèvres, hein. Faut que je fasse attention, bébé. Des larmes d'émotion coulent le long de mes joues tandis que j'urine sur le bâtonnet. J'attends, en souriant de bonheur, de voir apparaître le 2e trait dans la fenêtre, parallèle au premier. Il n'apparaît pas. Je reste immobile, glacée. J'ai froid, je frissonne. Mes larmes continuent de couler, mais ce ne sont plus des larmes d'émotion. Je sanglote, je hurle. Je me recroqueville par terre, je crie de désespoir. Du plus profond de mon être, de mes entrailles qui me font mal à en crever. Je me tords de douleur, j'ai des spasmes, des contractions, je vomis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je fais une fausse couche. C'est pas possible, puisque je suis pas enceinte. Pas enceinte, pas enceinte, je crie sans retenue, mais personne ne m'entend, personne ne vient, je suis seule. Seule, abandonnée des hommes et des dieux. Seule, allongée sur le carrelage froid des toilettes, secouée de crampes, de plus en plus cruelle. Abîmée dans un désespoir cosmique. Soudain, une lame de couteau me transperce. Je suis en train de mourir. Non, ce sont juste mes règles, un flou qui se libère de mon ventre et qui jaillit avec une violence jamais connue auparavant. Marc me l'a toujours dit. Quand tu achètes un nouvel appareil électronique, il faut lire le mode d'emploi. Et quand tu prends un nouveau médicament, il faut lire la notice. Je le fais jamais. Mais tu es toute gonflée. Qu'est-ce qui t'arrive? Annabelle, au moins, elle est sincère. Hein. C'est peut-être les hormones. Tu sais, je prends quelques stimulants. Tu prends quoi? Les hormones. Non, mais t'es folle, hein? Mais les médecins sont des criminels, alors maintenant, les femmes. Elles n'arrivent pas à avoir de gosses, alors ça y va, là, et on se gave d'hormones. Comme des poules d'élevage, mais aucun respect pour la nature, hein? Voilà les perversions de notre société de merde, mais on va droit dans le mur. Je sens les larmes monter, là. Hein. Faut dire que depuis que je démarrais le traitement, là, je pleure pour un oui, pour un non. Hein. Mais je sens monter autre chose aussi. De la rage. J'en ai assez de me fustiger. Qu'est-ce que tu connais, toi, de la frustration du désir, hein? Comment tu peux juger, toi, avec tes frappes chirurgicales? Tu ne sais même pas ce que c'est que de vouloir un enfant. T'en as pas eu le temps. Essaie de te mettre un peu dans ma peau. Qu'est-ce que je dois faire? Prier. Ah, c'est ma cousine, Sophie, celle qui a 4 enfants, dont 2 jumeaux, qui maintenant est enceinte pour la 4e fois. Oh, mais d'un seul bébé, si Dieu le veut. C'est en priant
qu'ont obtenu la fertilité toutes les femmes stériles de la Bible. Sarah, Rachel, Anne, Élisabeth, en s'en remettant à la volonté du Seigneur, qui a eu pitié d'elles et qui les a guéries de leur opprobre. C'est le mot de la Bible, hein? Je suis au bord du fou rire, mais je me retiens. Il faut négliger aucune piste. Simplement, parfois dans la vie, il faut savoir déléguer. J'ai un peu perdu la main. Tu veux bien allumer un cierge pour moi? Elle me sourit, compatissante à sa cousine, mécréante et stérile. Stérile. Quel mot horrible, hein? Comme la terre, aride, qui ne produit pas de fruits comme le désert, comme un objet aseptisé, une discussion qui n'aboutit à rien, une pauvre chose improductive, stérile comme toutes les femmes humiliées, et répudiée au cours des siècles parce qu'inutile, comme toutes les femmes honnies des civilisations primitives, bannies de la société, vieilles filles, misérables, couvertes de honte et oubliées, accident de la nature, tarées, panne dans l'engrenage du cycle vital. Heureusement, je vis en Occident, au 3e millénaire. La femme n'est plus réduite à sa seule fonction procréatrice, elle est un être humain avant d'être une mère. Elle a d'autres choses à accomplir sur cette terre. J'ai de la chance, hein? Ce matin, sur toutes nos boîtes mail, un faire-part de Joël, une ancienne collègue, avec la photo d'un bébé tout fripé. Lucie est née à Bamako le 23 avril pour le bonheur de son papa et de sa maman. Oh, aller accoucher à Bamako, quelle idée! Malgré l'habituel frisson jalousie, je l'appelle pour la féliciter. Clara! Mais ça fait un bail! Ah, oui, ça. Plus de 9 mois en tout cas, hein, parce que je t'ai pas vue enceinte. Mais tu n'as pas compris. Compris quoi? Lucie! Nous l'avons adoptée, je l'ai écrit. J'ai écrit qu'elle est née à Bamako. Bah non, j'avais pas compris. En fait, l'idée ne m'avait même pas effleurée. Donc, elle n'a pas pu. Oh, j'ose pas lui demander. De toute façon, moi, je vais y arriver. 4 mois plus tard, je retourne chez le père de Ludmila pour consulter. Non pas pour ma grossesse, comme il me l'avait prédit, mais bon, à la fois il n'est pas voyant non plus, hein, il est juste gynécologue. Je ressors du cabinet avec beaucoup d'encouragement, très peu d'espoir, et la même ordonnance à une variante près, Udrogestan 2000 à la place du Difaston et de la progestérone à la place du gérostérone, ça pourquoi, je ne sais pas, et je m'en fous. Je ne demande même pas au docteur Lambert, si ça se trouve, il ne le sait pas non plus. Plus les prises de sang habituelles, ça, il faudra que je demande au labo s'ils font pas des abonnements, hein, genre 10e examen gratuit. Et une échographie pelvienne, le 15e jour du cycle. Je m'enlise dans le métro, avec une certaine délectation. Être sous terre s'accorde parfaitement avec mon moral. Clara! Un visage bouffi, alourdi d'un double menton. Seuls les grands yeux d'un vert lumineux sont encore pétillants de légèreté et me ramènent à cet être gracieux qu'était Nathalie. Tu vas bien? Super! T'as vu, je suis enceinte! Le gros ventre noyé dans la masse de son nouveau corps m'avait échappé. Je la félicite. Et toi, ça va? Moi? Non. J'arrive pas à être enceinte. Mais pourquoi? Pourquoi je lui ai pas raconté que depuis qu'on s'est perdu de vue après la fac, j'ai vécu 2 ans au Québec, que j'ai un super poste dans une boîte événementielle, que je me suis mariée avec un homme merveilleux? Elle me sourit avec chaleur. Et t'en es où? Où? De quoi? Mais moi, c'est une five. Un nouvel horizon s'ouvre à mes yeux. T'as fait une five? Oui, enfin, 11. Je sais, c'est le parcours du combattant, mais une fois que tu as ton petit dans le ventre... J'arrive au bureau, avec dans la poche le téléphone du docteur Pradier. C'est la spécialiste sur Paris, y a pas mieux. Oh, j'hésite, hein. J'ai devant les yeux
Le visage boursouflé de Nathalie, son corps déformé. Oui, mais elle est enceinte. On s'en fout un peu de l'aspect physique. Non? Le 15e jour du cycle, jour de l'échographie pelvienne, est aussi la date d'un séminaire sur lequel je travaille depuis 3 mois dans un château en grande banlieue. Après un instant de panique, je trouve un cabinet de radiologie qui ferme très tard, juste à côté de la porte de Paris où arrive l'autoroute. Si Marc vient me chercher à moto, je peux même assurer le cocktail. C'est un mercredi, j'ai rugby. Pardon? Bon, j'ai mon entraînement le mercredi soir. Oh non, on me demande pas de le louper, le match dans 3 semaines. Marc, tu n'as peut-être pas compris, je dois faire une écho. C'est pour notre enfant. Je te prête la moto. Ça, il va me le payer. C'est tout ce que j'arrive à me dire, à Califourchon sous une pluie torrentielle, en serrant la taille du chauffeur du mototaxi. Jusqu'à la dernière minute, j'ai cru le voir se pointer, hein. Mais non, il est à son entraînement. Il met sur le même plan une vie humaine en puissance et un match de rugby amateur. Et quand je lui ai fait remarquer, il m'a répondu bon, oui, mais le match au moins, c'est sûr. Là, dans l'ovaire gauche, ça évoque un corps jaune, un aspect post-ovulatoire. On était tellement occupés à s'engueuler avec Marc qu'on a oublié de faire l'amour. Mais pourquoi il me l'a pas dit, cet imbécile de Lambert, de faire l'amour la veille de l'échographie? Pourquoi il n'a pas marqué sur l'ordonnance? On l'aurait fait. Le radiologue est désemparé. Oh, mais ne pleurez pas, madame, c'est tout à fait normal. Et il se lance dans une explication scientifique sur la transformation du follicule après l'expulsion de l'ovocyte. Alors là, moi, je n'écoute pas. Là, moi, je vois le jaune d'œuf, là, qui coule dans mon ventre, hein, mélangé à des bribes de coquilles écrasées. Samedi après-midi, avec Clotilde et un babar en plus, je rends visite à Joëlle, mon ancienne collègue. Elle nous ouvre la porte. Radieuse. La petite Lucie dans les bras. Oh, elle est très noire, hein? Ça se voyait pas autant sur la photo. Ah, mignonne, avec ses bouclettes là et ses grands yeux qui me fixent. Mais difficile de penser que c'est la fille de Joël. Enfin, je veux dire, Joël est alsacienne, alors Clotilde est très à l'aise. Oh, comme elle est belle! Oh, elle a ton sourire, Joël, hein? Comme elle te ressemble! Oui, là, elle y va un petit peu fort quand même, hein? Je peux te faire un bisou, ma puce? Oh, la puce se met à hurler. C'est normal, hein. Elle est fragile, avec tout ce qu'elle a dû endurer. Oh, Joël a l'air cool, épanouie, moi je suis ravie pour elle. Et vous savez qui sont les parents? Mon mari et moi. Oui, non, bien sûr, je veux dire ses vrais parents. Non. Tu veux dire ses parents biologiques? Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Elle a été trouvée devant la porte de l'orphelinat. À peine dehors, j'avoue à Clotilde, non, moi je ne pourrais pas. Hein. Ah non, c'est formidable, un geste de grande générosité, j'admire, mais moi, Clotilde est d'accord, hein. C'est un risque, mais énorme. D'ailleurs, les enfants adoptés ont toujours des problèmes. Puis tu peux l'aimer très fort, mais c'est pas pareil, c'est pas vraiment ton enfant, elle n'est pas sortie de ton ventre. Attention, j'ai rien contre le fait qu'elle soit noire, hein, mais moi je veux un enfant qui me ressemble, qui ressemble à Marc, qui ait ses yeux, ma bouche, notre enfant, quoi. Je crois trop à la génétique. Je veux un enfant qui ait nos gènes. Clotilde me propose de dîner, mais là je peux pas, j'ai ma belle-mère. Et les gènes de ma belle-mère. J'avais pas pensé à ça. Mon enfant héritera aussi des gènes de ma belle-mère. Et ceux de l'oncle Pierre, qui est pédophile. Et de la cousine Dominique, une débile légère. Et de mon arrière-grand-mère, qui a fini ses jours à l'asile, on n'a jamais su exactement pourquoi. Et des gènes
de mon père. De retour au bureau, Carole m'appelle. Devine, ça a marché, je suis enceinte. Oh, t'as refait une FIV? Oui, c'est seulement la 3e. Mais qu'est-ce que t'attends pour aller voir Dr Pradier? Ok, je capitule. Je prends mon téléphone et 2 mois après, je pousse les portes du temple de la fertilité. Alors là, tout est blanc, austère, ambiance hospitalière. Ici, pas de chichi, pas de fauteuil Louis XV. Ici, il n'y a que du vrai. Ici, ça va marcher. Ça fait combien de temps? Oh, 3 ans. Le docteur Pradier observe mon hystérosalpingographie à contre-jour. Votre tronc droite, c'est pas une autoroute, hein? Ah! Du premier coup d'œil, alors que ce connard de Lambert n'a jamais rien vu! Vous n'avez jamais été enceinte? Non, pas que je sache. Vous avez eu des MST? Oui? Quelques-unes? Pourquoi ça me fait sourire? J'y peux rien, moi. Mes années pilules, années libres et insouciantes, sexe libre et joyeux, on se rencontrait, on se plaisait, on faisait l'amour, voilà. Sans trop d'histoire, sans trop de conséquences. Lesquelles? Pardon? Quelle maladie? Vous savez, les MST sont souvent à l'origine d'une infertilité. Et hop, puni, je ne suis qu'une traînée. Ah ça, il m'avait bien dit mon père, hein. Je me suis moquée de ma grand-mère et du prêtre qui me sermonnait, mais surtout qu'il avait raison. Si j'arrive pas à avoir d'enfant, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Et là, le verdict tombe. Je suis pour une médecine réparatrice, hein. Ah, oui, alors on arrête toutes ces hormones là, elles servent à rien. Si ça se trouve, elles sont même nocives dans votre cas. Dès que je sors du cabinet, je vais tuer Lambert direct. Elle me tend une feuille avec une liste d'examens, je reconnais. Oh, la célioscopie, c'est le petit trou dans le ventre. Oh, Marc, chérie, j'ai peur. Un petit trou. Minuscule dans le nombril, on verra même pour la cicatrice. Mais si je ne me réveille pas de l'anesthésie... Arrête. Marc. Oui. Et si on laissait tomber? Ah non, c'est sorti comme ça, malgré moi, je sais pas ce qui m'a prise. Pardonne-moi, mon amour, tiens, pour te prouver ma bonne volonté, j'appelle tout de suite la clinique. Le premier créneau possible est fin juillet. Oh non, 6 mois, il n'y a rien avant? Bon, tant pis. Allez, tu te prépares, je te rappelle qu'on a une fête ce soir. Bah oui, mais je te rappelle qu'on a le test post-coïtal demain matin. Oh, c'est vrai. Et à quelle heure il faut qu'on baise déjà? Minuit. Eh ben, on pourrait peut-être s'isoler dans un coin. Bah oui, puis après, je reviens dans le salon, je m'allonge au canapé, une demi-heure jambes en l'air. Oh, bon, pourquoi pas, en y mettant de l'humour. Pourquoi pas, on pourrait même le faire directement sur le canapé devant tout le monde. Hein. Oh, ça mettrait un petit peu de piment, moi. Là, j'ai exagéré. Qu'est-ce que tu veux? Je fais des miracles, moi, des miracles! Ah, des miracles, parce que me baiser pour toi, c'est faire des miracles. Eh ben, j'en connais qui ne demandent pas mieux, figure-toi. Et moi, j'en connais qui veulent autre chose de moi que mes spermatozoïdes! Alors là, il est injuste, hein, c'est pour notre enfant que je fais tout ça. Rappelle-toi, Belle-Île, on a eu l'idée ensemble, non? C'est vrai. Allez, pardonne-moi, mon amour. Je te plais quand même encore un peu. Mais oui, je te trouve toujours aussi excitante. L'essentiel dans un couple, c'est de se mentir. Le désir, ça reviendra. Je ne demande même plus ce que je dois faire quand j'arrive dans un cabinet médical. J'enlève ma culotte, je m'allonge, j'ouvre les jambes, c'est la routine. D'ailleurs, il faudra que je fasse attention parce que la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Un nouvel appareil qui s'approche là. C'est quoi, s'il vous plaît?
Un cathéter, le test de Hanner, sert à évaluer le nombre et la mobilité des spermatozoïdes présents dans votre glaire. Voir si elle n'est pas hostile vis-à-vis de votre conjoint. Et allez, si ça se trouve, je suis une tueuse de sperme. En cas de doute, on fait un test croisé. Laissez votre glaire avec un sperme témoin et le sperme de votre mari avec une glaire normale. Le sperme de Marc dans la glaire d'une autre femme. Non mais ça va pas, hein. C'est un cathéter, ça. L'infirmière récupère le cathéter d'un geste brusque et sort en hochant la tête. Une folle. Je vois mon reflet dans la porte en métal, les cheveux ébouriffés, les yeux cernés, les jambes écartées, la chatte à l'air. Une folle. Je pleure un bon coup en me rhabillant. Ça me calme. Et une semaine après, ma glaire est innocentée. L'incident est clos. Pardon. Inconnu. Allô? Oui, c'est moi. Une place se libère. Formidable. Le 10 juin. Oh, c'est que... Oh là là, oui. Je m'en doute. Non mais... Oui, je prends. Le 10 juin, c'est parfait. Merci. Marc est dans la chambre. Il fait ses bagages, il chantonne. Il arrive en souriant, les palmes à la main. Pas de la place, ça tient pas dans mon sac. Marc. En fait, c'est un cadeau du ciel. Une place s'est libérée. On m'opère tout de suite. Quand? Le 10 juin. Oh non! Si. Ah bah, moi je pars demain. C'est pas la peine de discuter. Je le hais. Ah bien, tu feras comme ta conscience te suggère. Et si je ne me réveille pas de l'anesthésie, tant mieux, ce sera une bonne leçon. Sa femme morte pour lui donner un enfant dans la détresse et la solitude. Pendant que lui, il fait de la plongée. Le lendemain matin, on prend notre petit déjeuner, en silence. Nos sacs alignés devant la porte d'entrée, Île Maurice et clinique. Je l'aime. Allez, je laisse tout tomber, je pars avec lui. Il joue les durs à cuire, mais je vois bien qu'il est triste. Alors pourquoi il reste pas? Salaud, je le hais. Il a jamais rien compris de moi. Alors, de toute façon, on est toujours seul au monde. Ça y est. Je suis réveillée, je suis vivante. Docteur, c'est déjà fini, j'ai rien senti. Vous êtes absolument formidable. Et tellement beau. La muqueuse utérine envahissait tout. C'est sûrement ça qui vous empêchait d'être enceinte. Je vous en ai délivré. Oh, merci, docteur. Et je peux réessayer à partir de quand? Ah, tout de suite, madame. L'endométriose peut se reformer. Et vous, docteur, vous ne voudriez pas coopérer parce que mon mari est en vacances. Faites attention, point de suture. Vous avez 3 mois pour essayer par vos propres moyens. Si vous n'y arrivez pas, il faut passer directement à la FIV. Prenez rendez-vous début septembre. Bon. Eh bien, il n'y a plus qu'à attendre le retour de Marc. Le 17 au matin. Juste à temps pour l'ovulation. Ah. J'ai du mal à marcher toute seule. Hein. Les points de suture tirent horriblement. Estelle est adorable, mais ses bras sont pas aussi forts que ceux de Marc. J'ouvre la porte de la maison déserte, je m'affale sur le canapé et je craque. Pour de bon. Et là, devant un café fumant avec mon ventre tout raclé, mes jambes enflées d'hormones et mon cafard, j'entends pour la première fois de la bouche de ma meilleure amie la phrase fatidique. Mais ce bébé, est-ce que tu le veux vraiment? C'est elle qui me dit ça. Avec sa fille qui a une tronche de préservatif explosée.
évidemment qu'elle le voulait, cet enfant, mais qui songerait à demander à un malade qui se bat contre son cancer, entre chimio et opération, mais est-ce que tu veux vivre vraiment? Mais une femme stérile, si tu n'as pas d'enfant, c'est que tu ne le veux pas vraiment. Une femme stérile, c'est louche, ça fait peur, un peu comme les homosexuels. C'est la terreur atavique de l'extinction de l'espèce. En 3 ans de parcours, j'ai jamais eu droit à la chose la plus simple, la plus humaine. Personne ne m'a jamais dit « Ma pauvre, voilà, ma pauvre. » Jamais. Marc, tends bien les bras, non pas le ventre, les pointes, tout ça, aïe, pas comme ça, voilà, parfait. Il y a juste les sexes qui rentrent en contact. Une étreinte mémorable. D'autant plus que j'ai envie de le gifler, là, hein, tout bronzé et rayonnant. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. Il nous reste que 3 essais. Ah, décidément, cette Lucie est adorable, hein. Vive, intelligente, et finalement, elle a quelque chose de Joël. Je la vois souvent, Joël, ces derniers temps. Je me sens à l'aise avec elle. Je me sens pas jugée, je peux lui confier mes peurs. Elle va pas en tirer Dieu sait quelle conclusion. Elle va pas douter de la totale confiance que je voue au docteur Pradier qui a rendu enceinte des tas de copines. Mais pourquoi tu n'irais pas la voir, toi aussi, puisque tu désires un 2e enfant? Oh, je suis dans une autre aventure. Moi, je m'en fiche d'avoir un bébé dans mon ventre. Ça a du mal à sortir, mais pourtant... Je me lance, tu sais, moi aussi, si vraiment ça marche pas, peut-être un jour, j'adopterai. Je dis ça comme ça, hein, pour lui faire plaisir, parce que je vais l'avoir, moi, le bébé dans mon ventre. Joël met de côté son éternel sourire. Ben alors, dépêche-toi. Pourquoi? Ben parce que tu vas bientôt arriver à un âge où on ne pourra plus te confier un bébé. Ah bon, là aussi, il y a un compte à rebours. Je ne savais pas. C'est une maternité, l'adoption. Il faut qu'une maman ait l'âge d'une maman. Début septembre, je suis pas enceinte. Malgré ça, j'ai passé un bon été. C'est comme si être enceinte était plus mon affaire. J'ai délégué au docteur Pradier. Du coup, Marc et moi, on a profité des vacances à la Baule. Il y avait beaucoup de monde sur la plage, la mer était trouble, mais on s'est reposé, on s'est retrouvés un peu. Le soir, on dînait dans un petit bistrot à l'écart. Le vin blanc était excellent. On a même eu 2 rapports sexuels qui ressemblaient vaguement à des étreintes amoureuses. J'étais bien. Une dure période m'attend, j'en suis consciente. Traitement, opération. Mais à la suite de ça, j'aurai un bébé. Un bébé. Je me rends compte soudain que j'ai perdu de vue le but de cette quête. Le bébé, ce petit être vivant de chair et de sang, c'est ça l'enjeu. C'est devenu lointain, abstrait, tellement je suis obsédée par mon corps et par les soins qu'on lui prodigue, tellement la vie est absente de cet univers médicalisé et aseptisé. Il faut que mon utérus fonctionne. Voilà le défi. Le docteur Pradier tape à l'ordinateur mon inscription pour la FIV. Je suis le numéro 417. Elle ne me demande même pas si je suis toujours d'accord, hein, pourquoi je serais là sinon. Elle m'invite à appeler sa secrétaire en cas de doute sur le protocole à suivre, accompagne à la porte. Oh, j'ai un doute là tout de suite. En remplissant mon chèque, je pourrais revoir le docteur juste 1 minute. La secrétaire rentre dans le cabinet et sort en hochant la tête à « Désolée, elle est en train d'effectuer une insémination. » Déjà, mais je suis sortie il y a à peine 1 minute 30, enfin c'est du travail à la chaîne. Si vous voulez attendre, elle vous recevra après, ce sera pas long. Je repense à Belle-Île, à cette nuit d'amour, interminable avec Marc, cette nuit fatidique, où tout a commencé. Et je vois cette femme, moi, allongée sur le lit blanc, les pieds dans l'étrier, un cathéter enfoncé dans le vagin et le docteur Pradier, en train d'injecter des spermatozoïdes tout en parlant à sa secrétaire. J'ai un frisson de révolte. Des larmes me montent aux yeux. Oui, mais Clara, à l'issue de tout ça, tu auras un bébé, ton bébé. Ne l'oublie pas, bien sûr, mais
Il faut y arriver à cette issue, hein. Il faut sortir de ce cauchemar. Marc, au secours. Je veux pas, je peux pas. Une voix du plus profond de moi-même crie. Non. Allez, raisonne-toi et profite de l'attente pour lire la feuille informative. Alors, d'abord, la stimulation hormonale. Blocage du cycle spontané, nanana, afin de déterminer la croissance folliculaire. Surveillance étroite, tagadagada, et dosage sanguin. Déclenchement d'ovulation, nanana, optimale, par injection d'H5000 à une heure précise qu'il est indispensable de respecter. Ça, il faudra que j'apprenne à me piquer moi-même, ça tombe pendant les heures de bureau. Bonjour. Prélèvement des ovocytes 35 à 38 heures après bloc opératoire, vaginal, ASI général ou simple analgésie selon votre choix. Pour les conjoints, prélèvement de sperme et c'est tout. Transport du côté, enfin le transport, on s'en fout, hein, on passe. Ensuite, ça se passe au labo, se rencontre, se féconde dans le sens des embryons, enfin normalement. 2 jours après un embryon, tagada, cavité utérine. Combien? À voir avec le gynéco, sachant que les chances augmentent avec le nombre d'embryons, mais également le risque de grossesse multiple. Eh ben, ce serait le bouquet, tiens ça. Un test de grossesse est réalisé 14 jours plus tard, c'est malheureusement négatif, on recommence. Si reste en bon congelé, dégala, soin, le mois suivant. Sinon, il faudra reprogrammer une nouvelle tentative après un intervalle de 3 mois. Et quel est le pourcentage de réussite, docteur? À votre âge, autour de 15%. 15%? Tout ce bordel pour une réussite hypothétique si faible? Et pourquoi personne ne m'a prévenu de cet auto-déchet catastrophique? Dites-vous qu'à chaque nouvelle tentative, vous vous donnez un 15% de chance supplémentaire. Alors moi je me dis, puisque personne n'a réussi à trouver les raisons de ma stérilité, alors je me trompe docteur, hein, pas plus vous que les gynécologues qui vous ont précédé. En effet, c'est ce que nous appelons une infertilité inexpliquée. Alors dites-moi, pourquoi votre fille à 15% devrait-elle mieux marcher qu'une bonne vieille relation sexuelle? Bon, écoutez madame, la FIV n'est peut-être pas un procédé miracle, hein, cependant elle permet à des milliers de femmes chaque année d'être enceintes. À quel prix? Il y a quelques petites contraintes. Petite contrainte, on prend le corps d'une femme, on l'empoisonne, on le charcute. Vous voulez un enfant, madame? Oui, je veux un enfant, oui, je le veux vraiment, je veux un enfant, mais pas à n'importe quel prix. Vous rejetez les progrès de la médecine? Non, je refuse simplement l'acharnement thérapeutique. Et je revois ma grand-mère reliée de force à la vie par des fils qui prolongeaient à l'infini son épouvantable agonie. Bon, écoutez, madame, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous état d'âme. J'ai encore 5 rendez-vous ce matin, dont 2 inséminations. Si vous avez des problèmes, une cellule psychologique est à votre disposition à la maternité, vous avez le numéro sur la feuille informative. Merci, docteur. Je m'en vais. Je sors de cet engrenage dans lequel je me suis laissé entraîner, annuler mon inscription. Madame, je vous conseille de réfléchir. Appelez ma secrétaire quand vous serez calmée. Et là, du fond de mes entrailles surgit le slogan que tant de femmes ont crié il n'y a pas si longtemps, en marchant dans les rues, libres et heureuses. Mon corps m'appartient et j'en fais ce que j'en veux. Pardon, le docteur Pradier me regarde ahuri. Mon corps m'appartient et j'en fais ce que j'en veux. Mon corps m'appartient et j'en fais ce que j'en veux, je l'affirme. Je le proclame devant cette femme censée aider les femmes. Je vois ses lèvres trembler et une lueur traverser son regard. Vous vous souvenez peut-être l'avoir crié vous-même autrefois, docteur? Vous ne croyez pas que les choses nous aient échappé, docteur? Vous ne pensez pas qu'on se retrouve prisonnière de la volonté de maîtriser notre corps? On revendiquait un enfant quand je veux parce qu'on refusait d'être contrainte à une maternité non souhaitée. Et on en arrive à se contraindre à la maternité lorsqu'on la souhaite. Le droit à l'enfant que vous clamez, docteur, n'est-il pas devenu le devoir de l'enfant? Oh, je sors en courant, je pleure, je sanglote, je me vide de mes larmes, je crie, je ris, je me sens légère, libérée d'une obsession qui me hantait depuis maintenant 4 ans.
d'un cauchemar qui m'écrasait et qui m'empêchait de vivre. Parce que je suis incapable de donner la vie. Marc a compris. Pas tout de suite, hein, mais il a compris. Estelle, triomphante, a pu me ressortir son cheval de bataille. Ah, bah tu ne le voulais pas vraiment. Laurence aussi à sa manière, puisqu'elle m'a félicité. Oh, la vie sans enfant, c'est bien mieux, hein. Alors que Sophie a essayé de me convaincre de tenter la FIV au moins une fois ou deux. Annabelle, de nouveau enceinte, me conseille, maintenant que j'ai laissé tomber tous ces charlatans, de m'adresser à son naturopathe, capable de miracles. Bon, Morpheus, elle est déçue, hein, mais elle ne s'avoue pas vaincue. Lorsque le mois d'après, je tombe dans l'escalier, elle saute sur l'occasion. Oh, va voir mon ostéopathe. Il est génial. Bon, ben je prends rendez-vous, hein, mes vertèbres sont en compote. Cette fois-ci, en plus d'un déplacement des lombaires, on constate un problème mécanique de mon utérus qui était bloqué. Maintenant qu'il me l'a débloqué, je peux me retrouver enceinte. Enceinte. Mais surtout, madame, n'y pensez pas. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu celle-là. J'ai eu plein d'autres conseils. Y compris me tremper le cul dans du lait de chienne. Ou bien enfiler les pantoufles d'une accouchée. Tout le monde veut me soigner. Les gens ne se résignent pas au fait que j'ai complètement abandonné. Personne ne veut y croire. Ça me fait rire tout ça. Ça me fait tellement rire. Thomas a mon sourire, y compris la fossette sur la joue droite et les yeux noirs et profonds de son père. Il est d'une beauté à tomber par terre. Il est têtu comme Marc, mais il a pris aussi son intelligence, sa générosité, sa douceur. De moi, il tient surtout la vivacité, la curiosité, l'exubérance et aucun défaut. La première fois qu'on a plongé nos regards l'un dans l'autre, on est resté comme ça, à se fixer pendant une éternité, comme aimantés. La première fois que je l'ai pris dans mes bras, que j'ai senti son petit corps tout chaud se fondre au mien et sa tête s'abandonner contre mon cou, j'ai mesuré la force du lien qui nous unissait à la vie et à la mort. Ayant quelques difficultés à m'adresser à Dieu, j'ai remercié le destin et la nature de m'avoir fait ce ventre-là, ce ventre creux que je bénis, car il m'a donné mon enfant, car c'était lui et pas un autre, je l'ai su dès le premier instant. Thomas est né à Bamako le 25 juillet pour le bonheur de son papa et de sa maman.